On vient de voir comment estimer l'aire sous une courbe. Là, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ce n'est pas l'estimer, mais obtenir la valeur exacte de l'aire sous cette courbe. On va baser notre travail, notre méthode, sur la méthode des rectangles qu'on avait déjà vue. Puis, pour le dessin ici, ben, j'ai fait comme on avait fait précédemment, j'ai pris la hauteur des rectangles à la fin de l'intervalle. Donc, c'est le dernier x de l'intervalle qui me permettait, là, par f de x, d'aller chercher la hauteur de mon rectangle. Mais, on le répète, on pourrait prendre les hauteurs n'importe où, entre autres au centre, fermer le rectangle comme ça. Puis aussi, on va avoir une certaine largeur de chacun des rectangles. Puis, comme on disait, on peut prendre des largeurs différentes. On avait décidé à l'époque de prendre des largeurs identiques pour question de simplification de formule. Mais puisque je pourrais prendre des largeurs différentes, je vais appeler la largeur de chacun des petits rectangles delta xk pour dire la largeur delta x du kème rectangle. Donc, c'est vraiment le même contexte. Fait que je divise l'intervalle AB en petits segments. Fait que j'ai A qui est mon x0, j'aurai un x1, un x2, x3, jusqu'au dernier B qui serait xn. La largeur de chacun des sous-intervalles, delta xk ici, ben, entre x0 et x1, ma largeur, ça va être x1 moins x0. Et supposons ici, si j'avais x égale 5, puis ici x égale 9, la largeur, ce serait 9 moins 5. Donc, fin du sous-intervalle moins début du sous-intervalle. Fait que si je suis rendu au rectangle numéro K, ça veut dire qu'ici, je vais avoir xk, puis avant, ça va être x indice k moins 1. Donc, la largeur, ça va être la fin moins le début. Fait que pour mon delta xk, sa largeur, je vais avoir x indice k moins x indice k moins 1. Donc, la fin du sous-intervalle moins le début du sous-intervalle, du kème sous-intervalle. OK. On va introduire une petite notion dont on n'avait pas parlé vraiment avant. Donc, si je prends toutes mes largeurs que j'ai définies, supposons que j'ai n rectangles, si je prends les n largeurs, ben, la plus grande de celles-là, je vais l'appeler la norme de la partition. Fait que la partition, c'est quand je découpe ici. Okay. Fait que le maximum des largeurs des sous-intervalles, c'est ce que je vais appeler la norme de ma partition. Je prends le même symbole qu'en algèbre linéaire. Donc, là, comme une double valeur absolue. Fait que la norme de P, c'est le maximum de tous les delta xk pour mes n rectangles. Donc, la norme, c'est la plus grande des largeurs. Évidemment, mon delta xk représente donc la base du kème rectangle. La hauteur va être f de xk pour le kème rectangle. Et ici, on a choisir quelque chose comme lieu où l'on prendra la hauteur du rectangle. Fait que pour nous simplifier la vie, on va toujours prendre les hauteurs au même endroit. J'ai choisi à la fin des intervalles. Fait que pour le kème rectangle, donc ici, mettons, pour le kème rectangle, je vais avoir xk qui est ici. Ça marche. Puis f de xk. Mais vu que c'est un choix que je fais, s'il y en aurait plusieurs, là, des f possibles, j'aurais plusieurs valeurs de x. Donc, celui que je vais choisir pour faire la hauteur de mon rectangle, je vais lui donner un nom particulier. Je vais l'appeler xk. Donc, x indice k, ça veut dire que je le prends dans le kème rectangle. Puis pour dire que c'est à cet endroit-là que je vais prendre ma hauteur, je vais mettre un genre d'astérisque. Comme ceci, je vais l'appeler xk étoilé. Donc, le représentant, fait que vu que je peux aller n'importe où dans mon sous-intervalle, puis me choisir un x pour trouver ma hauteur f de x associée, puis faire mon rectangle, ben, je l'appelle xk du kème rectangle étoilé parce que je l'ai choisi. Puis bon, nous, pour la théorie, on peut le prendre n'importe où. Quand on va faire des exemples, on ne se cassera pas la tête, on va prendre la fin. Ça va être plus simple. Donc, je me choisis un endroit dans mon sous-intervalle pour déterminer ma hauteur. La hauteur va être la valeur de la fonction à cet endroit-là. Donc, c'est ici, f de xk étoilé. Ce qui veut dire que l'aire du kème rectangle va être donné par quoi? Ben, l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. On pourrait aussi dire la hauteur fois la base. Donc, l'aire de mon kème rectangle, ça va être f de xk étoilé, donc la hauteur de mon rectangle, fois sa base,
donc la largeur, delta x indice k. La hauteur du conième rectangle fois la largeur du conième rectangle me donne l'aire du conième rectangle. Bon. OK. Et on va regarder ce qu'il y a ici. Pour faire l'approximation de l'aire totale, ben, on additionnera l'aire des rectangles se trouvant au-dessus des n sous-intervalles. C'est ce que l'on appellera la nème somme de Riemann. Et donc, si j'ai 13 rectangles, ben, mon approximation va être la 13e somme de Riemann. Si j'ai 52 rectangles, mon approximation va être la 52e somme de Riemann. En fait, ça commence comme la méthode des rectangles. Je vais dire que la nème somme de Riemann, c'est l'approximation de l'aire totale quand j'ai n rectangles. Donc, ça va être la somme. Je vais changer d'indice. Vu qu'on avait des indices K ici, ce ne sera pas I, on va prendre comme, c'est le même principe. Donc, sur les K allant de 1 jusqu'à n, parce que j'ai n rectangles, de mon R. Mais mon R, c'était f de x k étoilé pour la hauteur fois delta xk. Okay, ça ici, c'est l'aire d'un rectangle, le km. Si j'additionne l'aire des n rectangles, donc le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au nème rectangle, j'ai l'approximation de l'aire totale de mes n rectangles, de ma surface par les n rectangles, que j'appelle Rn pour Riemann n, donc nème somme de Riemann. OK. Bien, évidemment, on l'avait déjà évoqué lors de l'estimation. Si je ne veux pas d'estimation de l'aire, mais une valeur exacte, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est réduire la largeur de mes rectangles. En réalité, on va tellement les réduire qu'on va mettre une infinité de rectangles là-dedans. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'intégrale définie en réalité. L'intégrale définie, quand la fonction est au-dessus de l'axe des x, on peut dire que c'est comme l'aire sous la courbe, donc la valeur exacte. Donc, si on a ce petit texte, afin d'obtenir l'aire exacte, on fera tendre le nombre de sous-intervalles vers l'infini. C'est ce que l'on appelle l'intégrale définie. Donc, l'aire sous la courbe, la vraie aire, ben, ça va être, puisque je fais tendre n vers l'infini, c'est un principe de limite qui va apparaître. Donc, j'ai la limite. Mais ici, je vais avoir deux choses à écrire. Bon, je vais faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini. La limite lorsque n tend vers l'infini. Mais ce n'est pas suffisant. Si je vais faire une définition relativement formelle, c'est pas suffisant de dire que je fais tendre n vers l'infini pour avoir ma réponse exacte. Pourquoi? Si je reviens ici, je pourrais dire que entre A puis x indice n moins 1, donc d'ici à ici, je pourrais mettre une infinité de rectangles, puis laisser mon dernier comme ça. Fait qu'une infinité de rectangles plus 1, ça reste une infinité de rectangles, mais je n'aurais pas l'heure exacte parce qu'ici, je commettrais une erreur d'estimation. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus de faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini, je veux que tous les rectangles aient une largeur qui tend vers 0. Mais puisqu'on avait dit que la norme de P, c'était la plus grande des largeurs, j'ai juste à venir spécifier que la norme de ma partition, donc la largeur maximale d'un sous-intervalle, doit tendre vers 0. Et comme ça, il n'y aura pas de possibilité de laisser un rectangle trop grand. Une infinité de rectangles, toutes les largeurs qui tendent vers 0. Puis je fais la limite de quoi? Je fais la limite de mon approximation, donc la limite de la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à n. Puis le n, on le fait tendre vers l'infini. De la hauteur f de x k étoilé fois la largeur delta x indice k. Fait que je fais l'aire du conième rectangle, j'additionne l'aire des k rectangles, je fais tendre le nombre de rectangles vers l'infini, tous avec des largeurs qui tendent vers 0. Donc, à la limite, je vais arriver exactement à la valeur de l'aire. Okay, donc, c'est ça, en fait, l'aire exacte. C'est ça, une intégrale définie. Mais c'est lourd comme symbole. Puisque c'est lourd, on va y donner un nom.
une autre notation mathématique, donc on l'appelle l'intégrale définie. Puis là, vu que c'est un synonyme mathématique, je peux mettre comme ça ici, un égal avec 3 barres. Donc c'est un synonyme mathématique, là, j'ai pas déduit quelque chose, c'est un autre nom que je donne. Ben, dans le fond, ça c'est comme la somme intégrale de tous mes rectangles. Donc c'est ça qu'on va l'appeler l'intégrale. Puis on a déjà pris le S majuscule grec pour somme, fait que je peux pas dire somme avec encore ce symbole-là. Fait que je vais prendre un S latin étiré. Donc c'est pour ça que l'intégrale ressemble à un S étiré. Mais là, c'est pas une intégrale indéfinie, c'est une intégrale définie. Fait qu'il y a comme un principe, l'intégrale elle a une certaine valeur sur un intervalle. Okay, dans ma fonction ici, fait entre A et B, j'ai une certaine R. Mais si j'avais coupé ici, si mon B avait été là, ben, la réponse aurait changé. Si mon B était plus loin, ben, j'aurais encore une autre réponse. Donc, il faut que je spécifie dans quel intervalle je veux mon R. Fait qu'on va mettre ce qu'on appelle des bornes à l'intégrale. Donc, on va dire, je veux l'intégrale de A jusqu'à B. Donc, de la gauche vers la droite. J'intègre sur l'intervalle A jusqu'à B. Puis quand je vais faire la limite, donc quand n va tendre vers l'infini, si le nombre de rectangles tend vers l'infini, il arrive quoi avec les xk étoiles? Ben, si j'augmente mon nombre de rectangles à l'infini, chaque valeur de x va devenir la hauteur d'un rectangle. Okay, imaginez que c'est ici, l'espace qui est ici, je le réduis à 0, ben, tous les x qui sont là-dedans. Donc si je mets une infinité de rectangles là-dedans, ben, chaque x se retrouve avec la hauteur où je vais prendre l'endroit où je vais prendre la hauteur d'un rectangle. Parce qu'à la limite, un rectangle va être pratiquement une seule ligne. Donc, dans ma formule, ce qui va arriver, c'est que puisque tous les x entre A et B deviennent des endroits où je prends des hauteurs, j'ai plus besoin de spécifier de x étoilé. J'ai f de x, tout simplement. Puis, le delta xk, la largeur ici, ouais, quand la norme de la partition tend vers 0, c'est que tous ces nombres-là tendent vers 0. J'arrive avec ce qu'on va appeler un élément infinitésimal, ce qui revient à dire un élément différentiel. Donc, mon delta x va devenir dx. Un peu comme en calcul différentiel. Quand on faisait un taux de variation, on disait delta y sur delta x. Quand on passait la limite pour avoir la dérivée, ça devenait dy sur dx. Donc, si j'ai mon f de x dx, ça donne une autre justification au dx. On peut voir ça comme la largeur d'un rectangle infiniment petit. Donc ça tend vraiment, c'est très très près de 0 par les indicateurs qu'on a ici. Donc c'est le symbole qu'on va utiliser pour l'intégrale définie, l'intégrale de a à b de f de x dx. Quand la fonction est toujours au-dessus de l'axe des x, ça correspond à une aire, l'aire d'une surface. Si ce n'est pas le cas, l'intégrale existe aussi, mais on appelle ça une aire algébrique. Donc la partie qui est en dessous de l'axe des x va devenir négative. Ça se peut qu'une intégrale soit égale à moins 5 ou à 0. Ça va être égal à quelque chose de négatif si la plus grosse partie de la surface délimitée par la courbe de la fonction est au-dessous de l'axe des x, et à 0 s'il y en a autant en haut qu'en bas de l'axe des x. OK, il y a des propriétés à l'intégrale définie. On les a ici. C'est relativement importante, puis c'est surtout quand on va faire des problèmes plus compliqués à la fin de la session, on va venir chercher ces propriétés-là. Mais maintenant, on va les énoncer et écrivez pas trop gros, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, si on vient ici, okay. On avait la règle de linéarité, donc c'est le même principe que pour l'intégrale définie, c'est un opérateur linéaire. Ça veut dire que je peux distribuer le symbole sur la somme, puis je peux sortir les constantes. Donc, si je vais avoir l'intégrale de c fois f de x, c'est une constante, plus k fois g de x, où k est une constante aussi. Ici, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Peut-être en avait une de trop. OK, fait que je peux dire c fois l'intégrale de a à b de f de x dx plus k fois l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, puis l'intégrale d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois l'intégrale de la fonction.
OK. La règle de dominance. Donc, si pour tout x dans l'intervalle AB, donc toutes les valeurs de x dans mon intervalle, si la fonction f est toujours inférieure ou égale à la fonction g. Alors, puisque les intégrales représentent des aires, si j'ai une fonction qui est moins haute que l'autre, donc les hauteurs sont moins grandes, la surface sous f va être plus petite que la surface sous g. Fait que je vais me dire que l'intégrale de a à b de f de x dx va être inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Fait que f est plus petite que g, l'aire sous f est plus petite que l'aire sous g. Okay, par exemple, si je viens sur mes pôles, ici, si je fais, disons qu'on fait la fonction y égale 4 et la fonction y égale 6 de 0 à 10. Okay. Si ma fonction f c'était y égale 4 et que ma fonction g était y égale 6, évidemment, l'aire en dessous de la fonction 4 va être plus petite que l'aire en dessous de la fonction 6. Donc, si f est plus petite ou égale à g, l'aire sous f, l'intégrale, est plus petite que l'aire sous g, l'intégrale de g. La règle de subdivision, c'est probablement celle qu'on va utiliser le plus souvent dans les problèmes un petit peu plus complexes. Si A est plus petit que B est plus petit que C. Donc, je commence à A, je termine à C, puis à quelque part dans le milieu, il y a une valeur B. Donc, 5, 17, 24, supposons. L'intégrale de A jusqu'à C, comme ça ici, on peut découper. Si je veux l'aire entre A et C, je peux dire que c'est la même chose que l'aire entre A et B. Donc, l'intégrale plus l'intégrale entre B et C. L'intégrale de A à C, c'est la même chose que l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C. Ici, quand j'ai le même nombre, on peut comme faire une genre de concaténation, dire j'ai l'intégrale de A à C. C'est un principe un peu comme la règle de Charles en algèbre linéaire. Le vecteur AB plus le vecteur BC donne le vecteur AC. C'est la même chose. L'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C va donner l'intégrale de A à C, évidemment pourvu que j'ai la même fonction. Puis encore une fois, c'est tout à fait normal. Comme ici, si je regardais, l'intégrale de 0 à 10, c'est comme l'intégrale de 0 à 5, donc l'aire qui serait ici, plus l'intégrale de 5 à 10. Donc l'aire totale, c'est l'aire de la première partie plus l'aire de la deuxième partie. La règle de nullité, l'intégrale de A à A de f de x dx. Si je vais de A à A, ça veut dire que ma largeur vaut 0. Un rectangle de largeur 0 a une aire de 0. Donc l'intégrale vaut 0. Donc si j'ai les mêmes bornes d'intégration, mon intégrale vaut 0. Ici, on pourrait se l'écrire. Ou en fait, ici peut-être. Vos notes de cours. Donc, les nombres qu'on met ici dans l'intégrale, on appelle ça des bornes d'intégration. La borne inférieure, la borne supérieure. OK. Et la règle d'antisymétrie. L'intégrale de A à B de f de x dx, qu'est-ce qui
arrive si je change les bornes de place, si je fais une permutation de bornes. Donc, si je mets le plus grand nombre en bas, puis le plus petit nombre en haut, ben, ce qui va arriver, donc, si je change ça ici, ça va changer le signe de l'intégrale. Donc, si je permute les bornes, je change le signe de l'intégrale, il y a un moins qui apparaît devant. C'est normal, parce que quand on calculait les delta x, on faisait b moins a, c'était positif. Donc, si je fais a moins b, puisque a est plus petit, ça va devenir un négatif. J'ai un moins qui va apparaître devant l'intégrale. OK. On peut peut-être se faire un petit exemple d'utilisation des propriétés qui sont ici. Donc, un exemple de l'utilisation des propriétés pour l'instant. On pourrait dire, par exemple, si je vous dis que l'intégrale de 0 à 2 d'une certaine fonction f de x, l'élément différentiel dx, je vous dis que cette intégrale-là vaut 11. Donc, on pourrait mettre ici. Donc, si je sais que cette intégrale-là vaut 11, et que l'intégrale de 4 à 2 de la même fonction f de x vaut 5. Puis je vous demande l'intégrale de 0 à 4 de cette fonction-là vaut combien? Donc, je vous donne l'intégrale de 0 à 2, je vous donne l'intégrale de 4 à 2, puis je veux savoir l'intégrale de 0 à 4 vaut quoi? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser deux des propriétés. C'est ça ici, c'est ce que je veux trouver. Donc, ça va être égal à l'intégrale, je commence à 0, donc j'aimerais commencer à 0, puis je me rends jusqu'à 4. Mais j'en ai une qui va de 0 à 2, fait que je vais l'utiliser. De 0 à 2 de f de x dx, plus. Puis, pour me faire un chemin continu, ben, j'aimerais partir de 2. Donc, la nouvelle intégrale, je devrais partir de 2. Puis, mon but, c'est de me rendre jusqu'à 4. Fait ici, j'ai de 4 à 2. Fait que si j'inverse mes bornes, je vais avoir de 2 à 4. C'est ce que je veux, de 2 à 4. Ça, c'est égal à quoi? Ben, l'intégrale de 0 à 2, on la connaît, ça vaut 11. Normalement, je devrais faire plus, mais j'inverse mes bornes ici. Fait que, si de 4 à 2, ça vaut 5, ben de 2 à 4, je change le signe de la réponse. Ça va être moins 5. Et 11 moins 5 va donner 6. Okay. Bon. Et ici, on a quelques sommes connues là, dans le bas de la page. On va utiliser ça pour faire des exemples de calcul de sommes de Riemann. Dans nos calculs, ces sommes-là vont apparaître dans nos exercices.
Puis on va pouvoir les utiliser pour simplifier nos réponses. Donc ici, c'est, par exemple, si je fais la somme sur des cas allant de 1 jusqu'à n de 1, c'est-à-dire je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, ben, ça va donner n. Et si je fais 1 plus 1 plus 1 17 fois, ben, ça va donner 17. Si je faisais ici la somme des cas, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à un certain n, ça me donnerait n carré sur 2 plus n sur 2. Si j'additionne les carrés, donc 1 plus 2 au carré qui est 4, plus 9, plus 16, plus 25, je me rends jusqu'à un certain n au carré. La réponse finale va être n3 sur 3 plus n2 sur 2 plus n sur 6. On l'a pour les cas au cube, on l'a pour les cas à la 4 aussi.